l'usage de la parole, bien sûr. Sur Zoom, encore plus je dirais, en chair et en os. Il faut vraiment être attentif aux autres, attentif au respect de la parole. Et donc, on va instaurer quelques règles pour tout le monde. Alors, quand vous voulez la parole, vous pouvez utiliser les icônes qui sont là. Vous avez les réactions, donc envoyez un petit clap de main de manière à ce que Carmen Adou, qui est là et qui se charge de faire la distribution de la parole, puisse prendre les noms et faire circuler la parole normalement. Je ne vais pas couper vos micros, je vais vous demander de le faire vous-même. Et puis à ce moment-là, quand vous voulez parler, vous avez juste à activer en appuyant sur la barre d'espace de votre clavier, voilà, de manière à ce qu'on n'entende pas tous les bruits qui peuvent être à côté. Moi, souvent, ma maison également est bruyante. Et puis, la dernière chose, c'est que je vais vous demander d'activer vos caméras, s'il vous plaît, pour qu'on puisse se voir. Est-ce que vous pouvez activer vos caméras, tout le monde? Enlever, on a des jolies photos, c'est vrai, mais si on peut vous voir, ça serait super. Ok, à part ceux qui n'ont pas de caméra, est-ce que vous pouvez… Voilà. Ça sera quand même plus sympathique de se voir. Donc, ok. Donc, ce sont les terminales qui vont prendre en charge différents rôles, à savoir Carmen, donc, qui distribuera la parole. Rose Crou va nous introduire ce débat et Emmanuel Frère, sera la médiatrice et donc interviendra quand le débat tourne un peu en rond ou quand on sort peut-être de l'objet de cette conversation. Voilà. En tout cas, on est déjà 26, ce qui est très, très bien. Donc, je vous remercie à tous d'être là. Il y a des élèves de terminale, de Jean Mermoz, mais pas seulement. Je vois aussi des anciens élèves. Donc, des anciens élèves de Mermoz qui sont là. Et c'est très bien. Je vous souhaite également la bienvenue. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Duperron, proviseure de Jean Mermoz, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre en cette fin d'après-midi. Bonsoir Madame Tagbé, bonsoir chers élèves. Eh bien écoutez, c'est un sacré challenge que mène Madame Tagbé une fois de plus, essayer d'organiser ce café philo en visio, mais bon, vous savez que la visio et le Zoom ne nous arrêtent plus maintenant, hein. On est tous devenus très forts et on s'est déclenché les réunions avec de plus en plus de monde, donc c'est vrai que c'est quand même un sacré progrès et je trouve que c'est formidable parce que malgré cette distance qu'on a dû mettre entre nous, on a quand même, nous, dans l'administration, on a pu maintenir toutes nos réunions aussi. Et finalement, il faut un petit peu de discipline, mais ce n'est pas moins désagréable, je dirais. Alors évidemment, il va manquer le petit cocktail après, hein, que nous organisons aussi, Mme Taquet. Ça va vraiment manquer. Mais bon, on a quand même… Et on est là pour se nourrir l'esprit. Et le thème aujourd'hui que vous avez choisi, Mme Tagbé, est très intéressant, évidemment, d'actualité en plus, j'imagine. Hein. Oui. Ça va faire résonance, c'est très bien choisi. Et donc, je vais assister un petit peu au début à vos échanges avec un grand plaisir parce que jusqu'à présent, je n'arrivais pas à me décrocher de mon bureau. Donc là, c'est bien, je suis dans le bureau, j'ai la caméra, je suis obligée d'y être. Voilà, je suis obligée d'y être. J'aurais au moins assisté à un début. J'avais fait la fin parce qu'il y avait le cocktail, je ne vous cache pas. Hein. Ça s'est intéressé, mais là, je vais
Voilà. Puis je suis contente en effet qu'il y ait pas mal d'élèves qui se connectent juste pour le plaisir d'échanger. Ça, c'est le plus beau message, la plus belle récompense que l'on puisse avoir dans cet établissement français, à enseignement français, c'est vous apprendre à échanger, à exercer votre esprit critique de façon positive et pas forcément évidemment négative pour avancer. Voilà, je vous laisse et je reste à l'écoute quand même. Hein. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez intervenir tant que vous êtes là. Voilà. D'accord. J'ai beaucoup de choses sur le feu, mais bon. Ouais. On va voir. Et puis, voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, Rose, on va te laisser la parole pour faire l'introduction. D'accord. Alors, bienvenue à tous à notre 3e Café Philo. On est très content qu'il y ait autant de monde qui ait pu venir aujourd'hui. De récents événements ont depuis quelques semaines plongé le monde dans un débat et une lutte virulente sur la question de la condition humaine, plus précisément la condition des peuples noirs. On parle bien sûr du cas George Floyd, l'Afro-Américain mort asphyxié sous le genou d'un policier blanc. Ainsi s'accentuent les disparités orientées autour de la taille, du sexe, des croyances, des idéologies et de la couleur de peau. On emploie ici le terme de race, mais qu'entend-on par là? Cela signifie-t-il que les hommes, comme les chiens, seraient classifiés de la race la plus noble aux simples bâtards, suggérant ici une hiérarchisation des êtres humains, faite entre eux et par eux? En ce sens, on note bien que la notion de justice, définie comme étant conforme à une loi morale et sociale en vue de se plier à l'universalité et à l'intérêt commun, semble ici occultée, puisque malgré les efforts fournis depuis la fin de l'esclavage en 1848, certains continuent de vouloir exercer sur d'autres une certaine forme de dominance avec pour seule raison leur couleur de peau. Mais y a-t-il vraiment une bonne ou une mauvaise couleur de peau? Est-ce là un moyen de vivre mieux? Ainsi, nous tenterons pendant ce café philo de répondre à cette question. La couleur de peau reste-t-elle une marque de privilège? Merci Rose. Merci Rose. Donc, tu nous as déjà donné pas mal de pistes de réflexion. Avant de donner la parole à tout le monde, je voudrais qu'aussi Emmanuelle intervienne, la médiatrice, que vous la voyez, que vous l'entendiez. Peut-être que certains ne la connaissent pas bien, mais je pense que globalement, tout le monde la connaît. Emmanuelle, toi qui es la médiatrice, est-ce que tu pourrais un petit peu nous donner des cadres et des pistes assez précises pour partir et puis aussi peut-être pour ne pas déborder? Emmanuelle, on t'écoute. Disons qu'on va rester dans toute cette idée de la couleur de peau, ne pas essayer de rentrer dans d'autres débats qui n'ont pas forcément à voir. Après, ça dépend aussi de où la conversation va nous mener. Du moment qu'on reste dans cette idée de hiérarchisation, etc., je pense que ça ira. D'accord. Merci Emmanuelle. Donc, la parole est à vous. Je vous rappelle d'utiliser les icônes pour demander la parole et puis Carmen va vous la donner tout de suite. Donc, c'est à vous. On vous écoute et on vous écoute pour mieux répondre. Alors, c'est toujours difficile de commencer, bien sûr, mais il faut que quelqu'un se lance. Donc, les élèves, allez-y, c'est comme d'habitude, c'est pas plus impressionnant. J'aimerais commencer alors. D'accord. Bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut répondre à la question de Rose par oui. Je ne sais pas si tout le monde a vu, mais dernièrement sur Internet, il y a un challenge. J'ai oublié le nom, mais c'est c'est un blanc et un noir, je pense, qui s'asseyent et on donne des privilèges ou des situations. Et à chaque fois que ça t'est arrivé, tu baisses un doigt. Et on se rend compte que les Noirs ont beaucoup moins de privilèges et plus de situations où ils se retrouvent, par exemple, suivis dans des magasins ou bien ils effraient les gens ou les gens changent de trottoir. Alors que quand on parle d'études, etc., le blanc, il a plus de facilité dans ce genre de situation. Quelqu'un veut réagir? Quelqu'un a entendu parler de ce challenge? Il y a quelqu'un qui a beaucoup de bruit autour de lui. Alors, quelqu'un veut réagir? Quelqu'un
a vu ce challenge. Je pense que tu parles d'un challenge TikTok, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le cas? C'est une illusion? Dans votre quotidien, vous ressentez ça? Bah, en fait, je pense que oui, parce que en général, le blanc, il a plus de facilité à réussir que le noir. Enfin, je pense, parce que on se rend compte que le noir, pour pouvoir réussir, il doit faire 2 fois plus que le blanc. Je veux dire, si par exemple, un travail nécessite un tel niveau d'intellect, bah, le noir, il peut avoir ce niveau et le blanc aussi. Le noir, il sera pris que si il a 2 fois plus que ce qui est demandé, alors que le blanc, bah, s'il a juste le niveau requis, on peut l'accepter. Après, c'est ma manière de voir les choses aussi. Quelqu'un veut réagir à ça? Je ne vois aucune main se lever. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes bien muet. Rose, vas-y. Rose, Souleymane. Je suis d'accord avec Aïcha, dans le sens où oui, c'est une marque de privilège, je pense. Et j'aime bien l'exemple qu'elle a utilisé pour le métier, où effectivement, s'il y a deux personnes qui ont une même qualification et qui postulent pour la même place, peut-être que les entreprises ne se rendent pas forcément compte, mais instinctivement, elles vont plus se pencher vers le blanc que le noir. Mais quelque part, j'aimerais dire que ce n'est pas forcément une marque de privilège dans le sens où ce n'est pas les institutions en elles-mêmes qui vont privilégier une couleur de peau à une autre, mais c'est plus les individus entre eux qui veulent pas se mélanger, qui vont préférer rester avec des personnes de leur couleur de peau ou pour un emploi, si quelqu'un offre une place en emploi à des différentes personnes, il va forcément se tourner vers quelqu'un qui a la même couleur de peau que lui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une marque de privilège dans le sens où c'est... je sais vraiment pas comment expliquer ça. Madame, vous pouvez pas m'aider, j'ai pas mes mots en fait. Je crois que Souleymane voulait la parole et peut-être que lui peut t'aider. Souleymane, viens secourir Rose, s'il te plaît. Souleymane. Madame, c'est moi qui voulais parler. En fait, je suis un peu d'accord avec Rose. C'est que, bon, on peut dire que c'est pas une marque de privilège. Enfin, c'est une marque de privilège dans la mesure, mais pas dans la mesure où c'est l'un qui est mieux que l'autre. C'est plus dans la mesure où on préfère celui qui a notre couleur de peau parce qu'on s'identifie plus à lui. Vous voyez? Mais en fait, par rapport à ça, moi, je pense qu'il y a peut-être un problème d'éducation parce que, par exemple, pour nous, les jeunes, on a beaucoup plus de facilité à vivre ensemble. On peut prendre l'exemple simple du lycée Jean Mermoz, même du lycée Blaise Pascal. On a des élèves qui viennent d'un peu de toutes les origines et on a plus de facilité à vivre ensemble. Mais je remarque que chez les générations qui remontent à plus loin, c'est là qu'il y a le problème. Les gens n'arrivent pas forcément à vivre ensemble, donc c'est pour ça qu'il y a un problème au niveau de la couleur. Donc, en fait, tu nous dis que c'est un problème qui ne vous concerne pas, en somme. Si ça nous concerne, parce que en soi, même si nous arrivons beaucoup plus à vivre ensemble, c'est quelque chose qui est quand même présent. C'est quelque chose qui est quand même présent. Et même si nous, entre jeunes, on arrive plus à vivre ensemble, il y a très bien quelqu'un de la génération supérieure qui peut se comporter, on va dire, d'une façon, on va dire, qui peut ne pas bien se comporter avec nous, juste parce qu'on n'a pas sa couleur de peau ou quelque chose comme ça. Ouais. Bon, peut-être que je vais me faire un peu de l'avocat du diable, mais je ne vois pas de main se lever. Alors voilà. Bon, dans les établissements que vous fréquentez, vous évoluez quand même dans un univers très métissé, très mixé. Et du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait du racisme dans le monde dans lequel vous évoluez au quotidien. Donc, peut-être que vous adhérez à cette cause, je dirais, par principe, hein, comme d'autres, comme par exemple un blanc peut le faire. Mais
est-ce que vous vivez l'expérience du racisme au quotidien? Voilà. C'est une discussion de principe ou c'est un vécu d'expérience? Ou alors est-ce que c'est un métissage ou une mixité de surface et en fait les gens ne se mélangent pas vraiment? C'est des questions que je vous pose. Hein. Qui veut la parole? Moi, s'il vous plaît. Attends, Il y a attendez. plusieurs. Carmen, vas-y. Maria, Joma, vas-y. Oui, madame, moi j'étais d'accord avec ce qu'il a dit juste avant. Je pense que le problème, il vient plutôt des générations précédentes, même si dans le monde où on vit, la génération présente, on peut retrouver certains cas, mais beaucoup plus à quantité plus réduite en fait. Je pense que le problème, quand on les retrouve chez, par exemple, les adolescents ou chez les enfants, c'est surtout une éducation des parents qui essayent de diviser, dire que on doit rentrer dans des cases. C'est un problème de société. Ils veulent absolument nous mettre dans des cases. Après, c'est ma façon de voir les choses. Et je pense que moi, personnellement, étant née ici, et en plus, étant, je vais le dire, étant blanche, je n'ai pas eu de problème et je suis contre l'idée qui circule en ce moment que oui, le racisme anti-blanc existe. Je trouve que c'est juste pas crédible en fait. Il n'existe pas pour moi. Et je pense que le fond du problème en fait, c'est qu'on veut pas s'avouer qu'il y a une autre forme d'esclavage, si je peux dire ça en fait. Et c'est comme si l'esclavage qui a soi-disant été aboli, c'était juste un prétexte, il a pris une autre forme. Et je vois bien autour de moi des amis très proches à moi qui subissent des réflexions au quotidien par rapport à leur couleur de peau et je trouve que c'est juste inadmissible. Donc, et par rapport au sujet, au thème d'aujourd'hui, je pense que oui, malheureusement, la couleur de peau est encore marque de privilège. Solé, tu veux dire quelque chose? Ta main est levée. Voilà, le seul truc que je voulais dire, c'est que justement, on retrouve beaucoup moins ça dans notre génération actuelle, vraiment, c'est que les générations précédentes ont ce problème. Et franchement, ça se transmet, en fait. Ça se transmet aux enfants et au final, ça n'arrête pas. Sinon, et c'est beaucoup plus compréhensible pour avant parce que les gens pouvaient vivre de manière séparée et rester avec une idéologie raciste. Alors que maintenant, la mondialisation et tout, ça nous pousse tout naturellement à se mélanger davantage. Et donc, par défaut, je pense qu'il y a beaucoup moins de racisme parce qu'il y a plus de multiculturalité. Mais cependant, les phénomènes qu'on voit encore, là, qui gangrènent la société malheureusement, ce sont plus des gens qui ont été influencés, ils sont racistes depuis des générations. Et donc, c'est vraiment un problème d'idéologie. Ok. Begré et Aïcha enlève la main sur l'application BAM. Bonjour. Moi, j'aimerais dire que je pense pas que ce soit forcément qu'il y ait moins de racisme dans le monde. Je pense que c'est plus, on a grandi, on a évolué en Côte d'Ivoire, qui est quand même une société où être noir, c'est pas considéré comme être une minorité. Enfin, je veux dire, on est quand même, c'est vrai qu'on est une société assez métissée, mixte, mais je veux dire, en tant que noir, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas considérée comme une minorité. Donc, ça veut dire que je n'aurai pas la même expérience du racisme en Côte d'Ivoire que, par exemple, ici à Montréal, où j'ai fait où je suis en train de faire mes études. C'est la première fois en 18 ans que moi, par exemple, j'ai été témoin d'un noir qui a été victime de racisme, qui a grandi ici. Je veux dire, on n'a forcément pas la même expérience face au racisme. Par exemple, dans un pays comme les États-Unis, où je serais considérée comme une minorité, on peut voir encore que le système carcéral, c'est plus les Noirs qui sont en masse dans les prisons, alors qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens en prison, mais c'est pas quelque chose qui est lié au racisme. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Onelia? Ce dont tout le monde parlait tout à l'heure, donc que les personnes blanches en général expériencent moins de problèmes, entre guillemets,
que les personnes noires, c'est ce qu'on appelle le white privilege. Et c'est quelque chose qui est encore très présent aujourd'hui dans la société. C'est juste qu'il est plus ou moins camouflé par de nombreuses choses. Comme la demoiselle qui s'appelait Zoazic tout à l'heure a dit, on a vécu en Afrique, donc forcément, on va pas voir du racisme comme ça tous les jours. Mais quand on va dans les pays, je vais mettre un gros guillemets, les pays occidentaux, donc l'Europe en général et les États-Unis, etc., on sera plus sujet à voir beaucoup de discrimination, etc. Et c'est ce que, entre guillemets, le mouvement Black Lives Matter essaye de combattre aujourd'hui parce qu'on est au 21e siècle et on ne comprend pas en fait que les problèmes sociétaux sur lesquels est fondée la société actuelle existent encore. Or, il ne devrait même plus y avoir de racisme, etc., avec tout ce qui est mondialisation et tout ça. Mais aujourd'hui, ça existe encore. Il y a plus de Noirs qui se font arrêter. On parle de gens qui n'arrivent pas à avoir des appartements, du travail, des personnes qui se font arrêter au faciès, qui subissent du harcèlement, des trucs comme ça. C'est des choses réelles, mais que les gens arrivent à camoufler aujourd'hui et à normaliser, chose qui ne devrait pas l'être. Excusez-moi, le temps de réunion est de 40 minutes, mais je vais relancer la réunion. Donc, vous vous reconnectez avec les mêmes codes si ça coupe. D'accord? Excusez-moi, hein. Je vous préférerais prévenir. Si ça coupe, reconnectez-vous avec les mêmes codes. Merci. Donc, je ne vois plus de main levée. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Donc, effectivement, c'est la différence de point de vue et de ressenti selon l'ère géographique où on se situe est importante. Peut-être que demain, vous qui êtes en terminale et que peut-être vous n'avez pas encore quitté la Côte d'Ivoire, vous allez faire de nouvelles mauvaises expériences, malheureusement. Cela dit, du coup, comment se fait-il que ce mouvement, par exemple, le mouvement actuel, il soit aussi viral du coup? Pourquoi est-ce que maintenant, là, tout de suite, il y a autant d'engouement, autant de vivacité autour de l'événement qui s'est passé? Comment vous expliquez ça? Puisque, comme on peut tous l'admettre, c'est quelque chose qui est malheureusement vieux comme le monde pratiquement. Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, donc je vous laisse la parole. Layal. Désolée, elle n'a pas encore parlé. Je pense que déjà, il y a un problème avec les générations. Avant, il n'y avait pas tout ce qui était médias, réseaux sociaux. Et là, il y a beaucoup plus de gens qui s'investissent et qui essayent de se battre pour les vies noires, contre le racisme. Et George Floyd, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été filmé et ils n'ont rien pu faire pour arrêter le policier. C'est ce que j'avais à dire. Aïcha? En fait, je veux revenir sur ce que Kaba a dit tout à l'heure. Désolée. Je veux revenir sur ce que Kaba a dit tout à l'heure. Il a dit que... je sais plus ce qu'il a dit exactement. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est même en Afrique, le blanc, il est privilégié. Donc, voilà, il a dit que les gens préfèrent se mettre entre eux. Mais même en Afrique, quand le blanc, il arrive, on va se dire, ah, c'est un blanc, il va mieux faire les choses. Et du coup, on va plus facilement lui donner le travail qu'un noir lui-même pourrait faire, en fait. Donc, c'est pas une question de, on se met que entre nous, en fait. On est désolé, mais il faut se dire la vérité, le blanc est privilégié. Peu importe. Et ensuite, il a dit qu'on a moins de mal à se mélanger parce qu'on est jeune et que c'est plus les personnes d'avant qui sont racistes. Mais c'est pas vrai. Moi, par exemple, je suis au lycée en France et je sais que tous les jours, je vois du racisme, en fait, que ce soit envers moi ou même d'autres personnes. Et c'est une question d'éducation. C'est ce que les parents disent à leurs enfants. Les enfants, au début, ils prennent que ce que leurs parents disent jusqu'à qu'ils partent à l'école, jusqu'à qu'ils rencontrent d'autres personnes, en fait. Donc, c'est pas qu'une question de c'est les personnes d'avant et qu'aujourd'hui, non. C'est présent partout, en fait. Rose? En fait, Rose. Par rapport à la question de Madame Takbe, pourquoi c'est vrai que c'est vieux comme le monde et pourquoi c'est aujourd'hui que il y a des mouvements et que la colère se fait sentir. Moi, je pense tout simplement parce que les autres affaires, on a tenté de les étouffer. On se souvient tous de Michael Brown, de Tamir Rice et encore bien d'autres qui ont été
tués par des policiers sans aucune raison apparente. Mais là, déjà, il y a la vidéo de George Floyd en train de s'éteindre sur les réseaux qui, je sais pas si vous l'avez tous regardé, mais franchement, elle est poignante. Vous pouvez voir le monsieur là, sous le genou du policier, en train de suffoquer petit à petit et de quitter son corps, en fait. Et je pense que c'est le fait qu'on ait pu avoir l'intégralité du truc et que ce soit, je pense, parce que si tu te fais tirer dessus, t'es blessé par balle, ça mais tu meurs plus vite. Mais là, il est vraiment mort hyper lentement. Et on imagine tous la souffrance qu'il a, enfin, comment il a pu souffrir avant de partir. Et je trouve que c'est ça, je pense, qui a réveillé les esprits, si on peut dire, sachant qu'il y a d'autres policiers qui étaient là et qui n'ont strictement rien fait. Sachant que leur but est en général, de nous venir en aide, de voir ça venant des forces de l'ordre, comme on peut dire, c'est petit. Et je comprends que ça suscite la colère chez les gens. Soulé. En fait, moi, je veux rebondir sur deux choses. D'abord, ce que Aïcha a dit par rapport aux Blancs qui est privilégié en Afrique. Moi, je pense que ça reste aussi un problème d'éducation parce que ça, bon, j'ai envie de dire que c'est un peu lié au problème de l'esclavage. Alors, le Blanc qui est venu, les Noirs qui ont été esclaves. Donc, il y a un peu cette mentalité-là qui est un peu... Bon, il y a un peu cette mentalité-là qui est restée dans les esprits, si je peux me permettre de dire ça. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui voient toujours le blanc comme quelqu'un de, on va dire, de supérieur, même si c'est inconsciemment. Il y a des gens qui voient toujours le blanc comme quelqu'un de supérieur. Aussi, par rapport à ce que Rose a dit, je ne dis pas Rose même. On a dit quoi déjà? Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Je me rappelle plus. Rose, tu peux répéter ce que tu avais dit, s'il te plaît? Il faudrait que je me rappelle aussi. Mais je pense que j'ai parlé du fait que les autres affaires n'étaient pas forcément relayées de cette façon parce que c'était plus ou moins étouffé. Là, c'est beaucoup plus... Voilà, justement, en fait, je pense que... Donc, juste, en fait, j'ai envie de dire que tout ce qu'on est en train de faire, tous les mouvements qu'il y a en ce moment aussi, ça, on va dire, ça contribue un peu à la réduction de ce problème du racisme parce que ça fait que les gens commencent quand même à prendre conscience et il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans ce combat. Ça n'a pas trop un rapport, enfin, c'est un peu dans le même contexte, mais j'ai envie de prendre l'exemple des femmes, par exemple. L'égalité entre l'homme et la femme, c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Et il a fallu qu'il y ait des gens qui se lèvent d'abord et commencent à se battre pour cette cause. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on est à un stade où quand même, je pense que on se rapproche quand même, ou si on n'y est pas déjà à cette égalité entre l'homme et la femme. Donc je pense que d'ici les années à venir, il devrait y avoir moins de racisme si on continue, si on maintient le rythme, quoi. Parce qu'il ne suffit pas de se battre pendant une période et ensuite relâcher. Donc si on maintient le rythme, je pense que ça devrait changer. Emmanuel? Pour en revenir à la question de Madame Tagbe sur pourquoi ça a pris autant d'ampleur, enfin, cette mort-là a pris plus d'ampleur que les autres et que ce qui s'est passé auparavant, je pense que le contexte lié au coronavirus y est pour beaucoup aussi. En fait, je pense que le fait qu'on ait été confinés pendant si longtemps, qu'on ait été privés de contact humain, ça nous a permis de nous rendre compte de beaucoup de choses, comme le fait qu'en fait, on passe beaucoup de temps à détester l'autre parce qu'il est différent de nous et qu'au final, en fait, on a besoin de cet autre-là, on a besoin de ce contact-là et nous, ça a fait relativiser un peu sur notre vision qu'on avait du monde. Et donc, du coup, je pense qu'après cette crise, il y en a beaucoup qui tentent de réaliser des choses pour qu'on ait un monde meilleur, pour que le monde d'après soit pas comme que le monde d'après soit pas comme celui qu'on avait avant ce confinement et que ça ait servi à quelque chose, en fait. Oui. Donc, je voulais réagir déjà à ce que le gars d'avant, il a dit. Il pense qu'il y aura moins de racisme dans les années à venir. Alors là, je ne suis pas totalement d'accord parce que, en fait, le racisme, c'est soit tu le vois et il y a du racisme, ou soit tu ne le vois pas, il y a quand même du racisme, mais tu n'en parles pas. Du coup, moi, je pense qu'il y aura plutôt une sorte de racisme camouflé, si on peut dire ça comme ça. Mais après, ça ne sera pas exposé comme la vidéo qu'on a vue, ce qui est triste d'ailleurs. Mais il y aura toujours du racisme. Et ça, peu importe le nombre de personnes qui manifestent dans les rues, etc., pour moi, c'est un truc qui sera toujours présent. Après, c'est soit on essaie de vivre avec,
enfin, en se battant aussi, mais dire qu'il y aura totalement plus de racisme, je pense pas que ça sera possible. Onélia? Ça va couper, hein, donc il reste moins d'une minute. N'oubliez pas de vous reconnecter, s'il vous plaît. Bon, je sais pas si j'ai le temps de dire ce que je voulais dire ou pas. Vas-y quand même, après tu continueras. Par rapport à ce que Madame Tagbe disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que le mouvement a pris autant d'ampleur? Il faut savoir que ce mouvement et tous les autres mouvements qui sont venus avant existent depuis des années et des années. Mais ils ont été étouffés pendant très longtemps. Mais avec l'ampleur, avec les réseaux sociaux, etc., que depuis bien longtemps, comme tous les mouvements, une certaine égalité entre, j'aime pas ce mot, mais les races, existe depuis très très longtemps. C'est juste qu'ils ont été étouffés par les médias, etc. Mais avec l'ampleur qu'a pris les réseaux sociaux aujourd'hui, compris les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce mouvement, toute cette accumulation de choses s'est vraiment étendue au fur et à mesure. Et je pense que même si le mouvement s'apaise, entre guillemets, il y aura toujours des gens pour continuer à le remettre au goût du jour. Et c'est une lutte qui continuera tant que la société n'aura pas évolué, que les mœurs n'auront pas évolué, que l'éducation elle-même n'aura pas évolué et qu'on ne montre pas à nos enfants dès le départ qu'il n'y a pas de différence par rapport à la couleur, etc. Je pense que c'est vraiment un problème sociétal et que ce genre de mouvement peut mener à un certain changement si on touche vraiment à tout ce qui est éducation, etc. Layal? Moi, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit et ce qu'il a dit tout à l'heure, que le racisme ne va pas être totalement éteint. Forcément, il y aura des gens qui vont garder leur avis et ce sera très difficile de les faire changer, mais il faut se rappeler aussi qu'il y a vraiment un souci de génération. Ça veut dire, on a vu en France, par exemple, dans les manifestations, c'était surtout les jeunes là maintenant même, c'est surtout les jeunes ils sont plus connectés aux médias, qui sont plus informés sur la situation et qui essayent de s'investir. Et la génération plus jeune a aussi, j'ai l'impression, je sais pas comment dire en français, oui, ouvert d'esprit. Ils sont ouverts d'esprit. Et oui, voilà, c'est tout. Soulé? Mon micro est ouvert. Ouais, donc je suis sur ce que Bien a dit. Je trouve que c'est vrai, effectivement, et le racisme, c'est pas quelque chose en soi qui est prêt de disparaître, selon moi, mais justement, le but, c'est de faire en sorte que ce soit le moins possible visible dans la société. Et justement, une remarque que j'ai faite, si on prend les États ou les endroits particulièrement où il y a des politiciens ou le gouvernement encourage ce genre de choses, dans les États-Unis, là, je parle de ça, quand le gouvernement est comme ça, qu'ils ont à la tête un président qui en soi défend cette idéologie-là, alors les racistes, je dis qu'ils sont tout permis, il y en a beaucoup dans la police, justement. On dit que quand on sait que en commettant de telles actions, peut-être. Rose? Alors, je suis d'accord avec ce que Uriel a dit quand il dit que le mouvement, le racisme va jamais se terminer en fait. Effectivement, plus tard, on aura moins de, comment dire, ce sera moins présent, moins montré. Sinon, déjà, à partir du moment où il y a un blanc qui marche dans la rue et qui voit un noir et qui dit, oh mon Dieu, un noir, qu'il dit même dans sa tête, c'est déjà du racisme. Donc, on pourra jamais éradiquer ça. Et ce que Odélia aussi a dit, c'était vrai dans le sens où c'est pas quelque chose. J'ai oublié ce que tu as dit, mais j'étais d'accord avec toi en tout cas. Ça, je m'en souviens. Donc, déjà, je vais revenir ce qui se passe actuellement, là, le mouvement qui se passe aux États-Unis. Là. Pour moi, en fait, je ne veux pas être pessimiste, mais je pense que c'est un effet de mode, tout simplement. C'est pas une question de génération ou quoi que ce soit. Parce que dans 4-5 mois, quand tout le monde va reprendre le travail, tout le monde va partir à l'école, je ne vois pas qui va se lever pour aller manifester dans la rue et revendiquer les droits de l'homme noir, quoi. Donc pour moi, c'est tout simplement un effet de mode. Et si les gens veulent vraiment lutter
contre le racisme. C'est des trucs qui doivent se faire à petite échelle, chacun de son côté, mais pour moi, tout ça actuellement, c'est un effet de mode. Andrea? Et donc moi aussi, je reviens sur son idée que je trouve un peu que c'est un effet de mode parce que entre-temps, il y a des gens au Cameroun qui se font persécuter, des Noirs, et personne ne parle de ça. Et ils ont attendu cette cause-là pour profiter et faire un mouvement. Zoazik? Moi, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que ce soit un effet de mode dans l'idée où c'est la première fois, par exemple, aux États-Unis, qu'on a tous les États qui se lèvent pour manifester. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'on a un policier blanc qui se fait arrêter pour le meurtre d'un noir. Et justement, ça a réveillé un peu les réseaux sociaux qui ont fait en sorte qui ont demandé à ce que d'anciennes affaires soient réouvertes. Par exemple, je pense que vous avez tous entendu parler de la femme noire qui s'est fait tuer quelques jours après George Floyd. Je crois qu'elle s'appelait Breonna Taylor, un truc comme ça. Je veux dire, tout ce mouvement-là, ça a quand même réveillé un peu les consciences. Je sais qu'on va, je sais pas comment on dit en français, disband la police, l'équipe de police actuelle à Minneapolis. Donc, je pense qu'il y a quand même il y a des choses qui se font. Et donc, je pense que avant, on manifestait, le mouvement Black Lives Matter, il manifestait, mais il n'y avait pas vraiment de résultat. Mais là, je pense que vu que les gens voient qu'il y a un résultat, je pense que ça va continuer quand même. En tout cas, dans la communauté noire, je ne suis pas sûre pour les autres communautés, mais en tout cas, je pense que pour la communauté noire, ça va accentuer et ça va continuer. Onelia? Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est un effet de mode, comme je disais plus tôt, c'est que c'est un mouvement qui a toujours existé. Et je le sais parce que je le suis depuis vraiment très longtemps. Et c'est un mouvement qui continuera d'exister. Même si là, il y a un pic et que les réseaux sociaux, le fait qu'on ait été confinés beaucoup sur les réseaux sociaux a beaucoup ouvert l'esprit des gens, même si c'est un effet de mode, cet effet de mode va faire avancer les choses. Et même si, par exemple, comme la demoiselle a dit tout à l'heure, on a démantelé l'équipe de Minneapolis, on a arrêté le policier blanc, etc. Et en France aussi, il y a beaucoup de changements par rapport à l'affaire Adama Traoré. On a réouvert beaucoup d'enquêtes, on a interdit le plaquage au sol, etc. Même si c'est un effet de mode, sur le coup, ça va faire un changement. Après, il y a ceux qui vont continuer comme ils l'ont toujours fait, et il y aura un nouvel effet de mode, etc. Et ce genre de choses va continuer à éveiller la conscience des gens. Et par rapport à ce que la demoiselle disait tout à l'heure sur ce qui se passe au Cameroun, je suis au Cameroun, je sais ce qui se passe. Et grâce à un mouvement comme celui-ci, on a ouvert les yeux, beaucoup de gens, moi je le savais, mais beaucoup de gens ont ouvert les yeux, c'est ce qui se passait, et ont commencé à beaucoup parler. En fait, ce genre de gros mouvement ouvre les yeux des gens et permet d'en parler ouvertement d'une certaine manière. Donc, je pense qu'on peut en tirer énormément de positifs et ça va engrainer plus de monde à suivre les mouvements dans le bon sens. Rose? J'avais pas vu que j'ai main levée, pardon. Soulé? Oui, en fait, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit. Et je pense pas que ce soit vraiment un effet de mode. Bon, en soi, les manifestations, ça peut être un effet de mode parce que ça va s'arrêter. On ne peut pas manifester indéfiniment comme ça. Vous voyez, les manifestations, c'est vraiment pour choquer les gens, pour essayer un peu de réveiller les gens. C'est pour ça qu'il y a les manifestations. Mais sinon, ce mouvement, en fait, il est présent depuis pas mal de temps. C'est juste que c'est en ce moment qu'il a beaucoup plus d'ampleur, en fait. Et moi, je pense que rien que ça aura un gros impact sur les mentalités des gens de base. Mais après aussi, certes, peut-être qu'on ne pourra pas faire disparaître le racisme, ça c'est clair, parce que bien sûr, il y a la liberté de penser, tout ça, chacun peut penser ce qu'il veut, mais en soi, ça va vraiment diminuer le racisme dans la société, en fait. Il sera peut-être présent dans
certaines mentalités encore, mais il sera beaucoup moins visible dans la société. Et ça, je pense que personne ne peut contredire ça. Il sera beaucoup moins présent dans la société. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ont commencé à citer des exemples de Minneapolis qui a été démantelé, les policiers, les enquêtes qui ont été réouvertes, tout ça. Tout ça, c'est des changements, en fait. Et ça contribue je sais pas le mot, à diminuer le racisme, en fait, dans notre société de tous les jours. Juste une petite intervention, j'écoute attentivement tout ce que vous dites. Alors peut-être qu'effectivement, même si on a envie que ça soit différent, la mobilisation, c'est peut-être aussi un contre-coup du confinement et du coronavirus. Les gens étaient trop enfermés, donc ils sont super contents de pouvoir descendre dans la rue. C'est un peu affreux de dire ça, mais ça fait peut-être aussi partie des réalités. Autre réalité aussi, donc effectivement, il y a au-delà de l'effet de mode, ça permet peut-être à d'autres gens dans d'autres pays de parler d'affaires qui ont été enfouies ou qui n'ont pas été traitées. C'est très bien et en même temps, c'est un petit peu hypocrite parce que chaque pays a sa propre législation. Par exemple, quand la France montre du doigt les États-Unis, alors que les problèmes les violences policières, la France en a également, c'est quand même un peu problématique. Donc, là, je parlerais presque d'un côté politique. Ok, on peut avoir des valeurs et individuellement être convaincu que les discriminations raciales et les discriminations en général, c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de bannir de nos vies. Mais cela dit, concrètement, on fait quoi pour diminuer les privilèges et les inégalités dans les sociétés? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne un exemple un petit peu simple. On parlait, enfin, se pratiquait et se pratique encore parfois des quotas. Des quotas de type de personnes discriminées dans les sociétés. Donc, est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des quotas de noirs, comme il peut y avoir des quotas d'handicapés ou des quotas de femmes imposés dans les sociétés, par exemple? Est-ce que vous pensez, par exemple, qu'imposer des quotas, c'est une solution à ce problème de différence, de privilèges, puisque je vous rappelle que c'est notre thème. Emmanuel? Moi, je suis assez partagée avec cette idée parce que, d'une part, le fait d'avoir des quotas, ça exclut le fait que l'être humain peut être capable de prendre des décisions par rapport à, par exemple, de simples capacités. On va choisir un individu plutôt qu'un autre parce qu'il est plus apte à faire quelque chose que quelqu'un d'autre, ou par rapport à ses qualifications, ou par rapport à son niveau d'études. Ça veut dire qu'en fait, ce principe j'ai oublié le nom, discrimination positive, je crois, ça reste quand même de la discrimination en fait. Donc du coup, en ce sens, c'est là où je trouve qu'il y a un problème. Maintenant, je pense aussi que ça va être compliqué de faire changer des mentalités qui sont déjà très, on va dire, c'est ancré pour certaines personnes, le fait de faire des choix vis-à-vis de la race, vis-à-vis du sexe, etc. Donc du coup, je pense qu'en ce sens, ces discriminations positives, elles sont peut-être nécessaires à faire avancer la société. Sinon, on n'y arrivera sûrement pas. Cornelia? Par rapport à ce qu'on disait de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces discriminations, il y a par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il existe ce qu'on appelle la discrimination par rapport aux cheveux et très concrètement, ça concerne en grande partie les personnes aux cheveux afro et donc les personnes racisées. Il y a une loi qui a dû être passée en Californie pour interdire ce genre de discrimination. Je pense que sans comme a dit Emmanuel plus tôt, sans l'existence de la discrimination positive, on n'aurait pas fait attention à ce type de discrimination. Donc, je pense qu'en fait, déjà, ce qui peut faire avancer les choses, c'est que les gens prennent conscience qu'il existe différents privilèges. Donc, déjà, quand on est homme, blanc, cisgenre, chrétien ou athée, occidental,
on est privilégié au maximum, mais il faut se rendre compte et pointer du doigt en fait ce privilège qui ne devrait même pas exister. Et c'est comme ça que ça va changer les choses. Une personne qui détient le white privilege et qui refuse de le voir et qui va nous sortir des trucs comme le racisme anti-blanc, etc., ça existe, ne va pas faire avancer les choses. Or, une personne qui utilise son white privilege à bon escient et qui va aider les communautés à avancer et à changer les choses peuvent avoir un impact. C'est pour ça que quand on voit les manifestations et qu'on voit énormément de personnes blanches, de personnes d'origine latine, etc., manifester, ça permet en fait d'avoir un impact plus lourd sur les choses, je trouve. Aïcha? Moi, je veux revenir sur ce que Souleymane a dit en disant que Souleymane Kaba a dit en disant que le racisme va se terminer. Moi, je pense pas, et je pense plus que ça crée un nouveau racisme parce que ça, ce genre de truc, ça engendre la haine des blancs. Le fait de voir, enfin, pour les noirs, je sais pas, personnellement, moi, maintenant, je suis pas raciste, hein, j'ai pas de problème, mais quand je vois quelqu'un qui a un comportement raciste, par exemple, je prends un exemple, mon voisin. Mon voisin, je sais qu'il a des problèmes avec nous. Mais quand je le vois, du coup, j'ai 2 fois plus la haine envers lui et j'ai 2 fois plus envie de réagir à ce qu'il fait, en fait. Mais je le fais pas parce que je sais pas si je vais réagir de la bonne manière. Et du coup, je pense que c'est juste en train d'attiser plus la haine que d'arranger les choses. Même si c'est vrai qu'il y a des ouvertures d'enquête, etc. Mais ça crée d'autres formes de racisme pour moi. Emmanuel? En fait, j'entends beaucoup de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négativité quand même. Je suis d'accord que le racisme ne va pas se terminer du jour au lendemain. Il y aura toujours des personnes qui ont été élevées comme ça, qui vont toujours avoir cette même mentalité. Par contre, je suis aussi d'avis de dire qu'il y a des minorités, prenons par exemple la communauté LGBTQ+, etc., qui n'avaient aucun droit il y a quelques années, qui aujourd'hui sont plus acceptés dans certaines sociétés, ont des droits, etc. Donc je suppose que beaucoup de privilèges que ce qu'il y a aujourd'hui en tout cas. Emmanuel, je ne sais pas si c'est ça chez vous, mais il y a un moment où ça a bugué et du coup, je n'ai pas entendu. Oui. Est-ce que tu peux répéter? Parce que, en tout cas, pour moi, ça a bugué presque dans toute la fin de ce que tu as dit. Ok, donc je reprends. Je reprends du début, comme ça, j'espère que ça ne coupera pas. Donc je disais que je vois beaucoup de négativité dans ce que vous dites. Je comprends qu'il y ait un peu une sorte de fatigue générale parce qu'on ne devrait pas avoir cette conversation à l'heure d'aujourd'hui. On ne devrait pas dire que c'est pas normal ce qui se passe. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas... le racisme va être compliqué à éradiquer parce que d'ici quelques années, il y aura vraiment toujours des personnes qui ont été élevées comme ça, qui auront entendu toute leur vie que oui, j'ai plus de droits parce que je suis, etc. Donc oui, ça sera compliqué à éradiquer totalement. Maintenant, est-ce que ça peut être amoindri? Je pense parce qu'on peut voir des minorités donc comme les communautés LGBTQ+, etc., qui ont acquis de plus en plus de droits au fur et à mesure de l'évolution, qui aujourd'hui sont beaucoup plus acceptés dans certaines sociétés. Donc je pense qu'en fait, ce n'est pas un combat qui est mené en vain, que le mouvement ne va pas s'arrêter du jour au lendemain et qu'au fur et à mesure de l'évolution des mentalités et des sociétés, on arrivera à amoindrir ce racisme et à abolir tous ces privilèges et à réussir à enfin vivre ensemble dans la majorité des cas. Déjà, j'aimerais revenir sur quelque chose. Je n'ai pas dit que le racisme allait se terminer. Parce que tous ceux qui répondent, ils disent ouais, le racisme va se terminer. C'est pas ce que j'ai dit de base. Je n'ai pas dit qu'il allait se terminer. J'ai dit qu'il serait moins présent dans la société. En gros, qu'on ne verrait plus parce que les gens, sûrement, même s'ils ont une mentalité raciste, on va dire, n'oseraient pas, on va dire, appliquer, des comportements en lien avec cette mentalité-là dans la société. Parce qu'il y a des combats qui seraient menés, on va dire, des choses, on va dire, seraient interdites. Je ne sais pas si des lois seront adoptées. Bon, sûrement,
on va dire. Donc, c'est ce que je voulais mettre en avant. Mais aussi, je voulais aussi mettre l'accent sur quelque chose, enfin, c'est un peu comme ce que Aïcha a dit, mais en fait, moi, j'ai peur que, par exemple, ce combat contre le racisme finisse en combat contre les Blancs, parce qu'en soi, quand on parle, bon, on dit tous le blanc, le blanc, le blanc, le blanc, mais bon, on sait que ce n'est pas tous les Blancs qui sont racistes. Et en plus de ça, le racisme, en fait, il n'existe pas que entre le noir et le blanc. Il y a du racisme envers les Arabes, il y a du racisme envers les Asiatiques, et même les Asiatiques, eux aussi sont racistes envers les Noirs. Je n'ai pas envie de parler des Africains qui ont été jetés à la rue, qui ont été sortis des campus universitaires. En Chine, pendant le confinement, tout ça, en plein confinement, ils ont été, on va dire, chassés de leur campus, tout ça. Donc, en fait, le racisme, en fait, c'est quelque chose qui s'étend bien, bien plus loin, en fait. Et donc, certes, il y a des mouvements en ce moment, mais le combat qu'on mène, il est plus centré sur le racisme du blanc envers le noir, alors qu'il y a beaucoup d'autres formes de racisme qu'on n'aborde pas forcément. Oui. Alors, au-delà de la discrimination positive, hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui est quand même paradoxale et qui pose des problèmes, hein, les histoires de quotas, etc., ça pose des problèmes parce que précisément, même sur des discriminations positives, ça reste de la discrimination, bien sûr. Et, du coup, par exemple, en fait, il faut créer plus d'espaces d'échanges interraciaux. Si, de fait, on oblige d'une certaine manière à créer plus d'espaces interraciaux, eh bien, il y a aussi un système d'autorégulation dans les sociétés. Je dis ça parce que Emmanuel a dit qu'il y avait beaucoup de négativité, mais il y a aussi de la positivité. Hein. Il y a des systèmes d'autorégulation dans la société qui se mettent en place, mais pour cela, il faut qu'il y ait des espaces de mixité qui existent. Et de fait, par exemple, quand il y a des zones, des espaces d'échange qui existent, eh bien, il y a des rencontres qui se créent. Peut-être que ça va vous faire rire ou pas du tout, mais de fait, par exemple, la France, quoi qu'elle en veuille, ou en tout cas quoi qu'une partie d'elle veulent ou ne veulent pas, la France est un des pays les plus métissés au monde. Tout simplement, et ça c'est des maths, c'est de la démographie, c'est de la sociologie, tout simplement. Les gens issus des minorités raciales, comme des Noirs ou les Arabes, font plus d'enfants que les Blancs, d'accord? Donc, de fait, quand les gens arrivent à l'âge adulte, entre 20 et 30 ans, on va dire, vous avez plus de chances de rencontrer dans votre vie un Noir, une femme noire, un homme noir, ou un homme arabe, une femme arabe, qu'un homme blanc ou une femme blanche. Donc, de fait, vous avez plus de chances, statistiquement, de faire des enfants métis. C'est merveilleux, non? Donc, qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on le veuille ou non, il y a de la mixité qui se crée par un effet démographique. Donc, par exemple, j'ai lu une étude assez intéressante à ce sujet. Dans 20 ans en France, par exemple, c'est les métis qui seront le plus nombreux. Vous voyez? Qu'on le veuille ou non, je veux dire, quoi qu'en pensent les racistes, les métis, à plus ou moins degré, enfin, je veux dire, il y a plusieurs types de mixité, hein, d'accord? On ne parle pas que de blanc-noir, il y a tout un tas de métissage possible, mais le métissage et les métis seront les plus nombreux. Donc, c'est malgré tout une bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, qu'on le veuille ou non, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est statistique et ça fait partie des probabilités par rapport à la démographie. Vous voyez? À moins que tous les blancs racistes décident de devenir célibataires. Ce qui est aussi une bonne chose. Ils ne font pas d'enfants. Ils ne se reproduiront pas. Vous voyez? Donc, cela dit, peut-être qu'on peut parler de ça si ça vous intéresse.
comment on fait pour créer des espaces d'échange mixtes? Comment on fait en dehors de la volonté de l'État ou de la législation? Comment est-ce qu'on fait tout simplement dans nos vies, en dehors de toute intervention légale? Comment on fait pour que les gens de couleurs différentes se mélangent et du coup prennent l'habitude de se fréquenter? Parce que c'est bien ça la question. C'est prendre l'habitude de se fréquenter. Excusez-moi, je parle un petit peu longtemps, mais par exemple, c'est une des questions qui s'est posée en Afrique du Sud, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait résolue. En Afrique du Sud, après l'apartheid, il n'y avait pas de lieu d'échange. Les gens ne se connaissaient pas, ils ne se fréquentaient pas, ils ne se rencontraient pas, ils ne fréquentaient pas les mêmes lieux. Donc, en fait, un blanc ne sait pas qu'est-ce qu'un noir écoute comme musique et inversement, et ainsi de suite. Il a fallu créer des espaces d'échange et c'est loin d'être parfait. C'est loin d'être parfait, même plusieurs années après la fin de l'apartheid. Les zones d'échange et les zones de mixité sont loin d'être la majorité. Voilà. Donc, comment on fait? Quel genre de zone d'échange vous voyez pour vous, pour aujourd'hui, pour demain, pour vos vies, en fait? Rose. Alors, je pense qu'il y a quand même, comme Tagué l'a dit, c'est pour qu'il y ait échange entre les différentes couleurs de peau, parce que le mot race est un peu fort. Je dirais que ça a déjà commencé, hein, avec la mondialisation. Effectivement, il y a dans les pays africains, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc., il y a des lycées français, on est très bien placés pour le savoir. Et il y a déjà cette zone d'échange, puisqu'on va tous les jours à l'école avec plein de personnes d'origines différentes. Et c'est quand même un bon moyen d'essayer de découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres... de ne pas rester que entre les noirs, les blancs entre les blancs, etc. Et après, il y a un truc qu'on fait souvent, j'ai oublié comment ça s'appelle. L'école, ça fait longtemps. La journée de la diversité, c'est ça? Carmen, c'est ça, non? C'est comme ça que ça s'appelle, non, la journée de la diversité? Oui, c'est ça. Voilà. Il y a des événements comme ça qui peuvent être créés où les personnes partagent leur culture, partagent les choses qui viennent de leur pays, et ça, je pense que c'est déjà présent. En fait, c'est juste qu'on ne fait pas assez attention à ça. Soazic, pardon. Moi, j'aimerais revenir sur ce que Mme Tagué a dit tout à l'heure sur le fait que dans les prochaines années à venir, il y aura plus de métissage, et je crois que ce soit quelque chose de positif. Je pense que c'est positif dans un sens, mais dans un autre sens, pas forcément. Parce que, est-ce que c'est vraiment... parce que, du coup, avec les nombreuses manifestations qu'il y a eu ces derniers jours, moi, j'ai vu des filles ou des garçons même se promener avec des pancartes qui disaient « Arrêtez de tuer des Noirs, on veut des bébés métis ». Donc, du coup, est-ce qu'on nous considère comme des individus, ou est-ce qu'on nous considère... On nous considère même pas comme êtres humains, mais juste notre capacité à pouvoir... donner des bébés métis aux gens, ça devient un peu de la négrophilie. On nous considère juste comme des objets sexuels et pas comme des individus qui méritent de vivre. Voilà. Onélia. Je pense que, comme Rose disait, il y a beaucoup d'établissements comme les lycées internationaux, les trucs comme ça qui permettent une certaine réunification de toutes sortes d'ethnicités. Mais je pense qu'il y a aussi un gros problème dans la manière de gérer chaque pays. Par exemple, une personne européenne aura beaucoup plus de facilité à venir en Afrique qu'une personne africaine pour aller en Europe. Et ce genre de choses bloque beaucoup d'échanges. Et par rapport à ce que Soazic disait par rapport à la négrophilie, c'est un gros problème qui est énormément normalisé aujourd'hui, du fait que, par exemple, les gens ne vont pas trouver ça choquant, par exemple, de voir une femme noire ou un homme noir et lui dire « Oh, tu es belle pour un homme ou une femme noire » ou
vouloir absolument faire des enfants ou s'approprier la culture africaine qui n'est pas la sienne. Et c'est très normalisé. Prenons juste un exemple simple et célèbre de la famille Kardashian qui appuie ça et qui le fait chaque jour. Et c'est quelque chose, c'est un fléau. Mais il faut savoir que les enfants métis, j'en suis une et je pense qu'on est très nombreux, nous pouvons avoir, quand c'est dans le bon sens des choses, nous pouvons avoir une ouverture d'esprit du fait d'une double culture ou d'une multiculturalité qui nous permet en fait d'éduquer les personnes qui ne savent pas forcément ou d'ouvrir les yeux des gens en disant que en fait on est tous la même race, la race humaine, et on devrait avancer tous ensemble et ne pas faire de différenciation. Donc je pense qu'il faut, c'est assez paradoxal parce qu'il y a du négatif comme du positif, mais je pense qu'il faut en tirer le maximum de positif. Rose. Encore une fois, j'avais oublié de baisser, pardon. Ok. Aïcha. Désolée, j'ai pas fait gaffe que je levais ma main. Donc, il nous reste 8 minutes et ensuite, on ne relancera pas encore une troisième fois la réunion. Donc, effectivement, ce que vous avez évoqué sur la négrophilie, effectivement, c'est aussi un problème et c'est un problème qui existe depuis longtemps. Du coup, c'est entre guillemets, aimer les gens de couleur pour des mauvaises raisons, par exemple, en les hyper-sexualisant. Je pense à des choses horribles dans l'histoire, comme l'histoire de la Vénus Hottentot, que vous connaissez peut-être, voilà, ou tout simplement les os humains qui ont existé à travers l'histoire, ou effectivement la famille Kardashian, bien que ça soit horrible de parler des Kardashians en philosophie, enfin, je veux dire, c'est antinomique, hein, excusez-moi. Hein. Voilà. Cela dit, c'est vrai que c'est un sujet délicat. C'est Kaban, hein, c'est toi, Mohamed, qui a posté dans le groupe de Sciences Po cette semaine l'image de cet homme blanc qui s'était peint le visage en noir lors d'une manifestation. Et c'est vrai que c'est problématique, c'est dérangeant, bon. C'est pas la bonne manière de faire, effectivement, par exemple, mais du coup, le problème que ça pose, c'est les problèmes des stéréotypes de race, hein, des clichés liés à la race qui sont présents. Quand les stéréotypes de race demeurent, est-ce que d'une manière ou d'une autre, une certaine forme de racisme ne demeure pas ? Donc, je ne sais pas. Je vois que quelqu'un lève la main. 2. Oui. Big P. Désolée, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'est Big P. Oui. J'aurais voulu prendre le contre-pied de ce qu'on a dit, surtout juste pour le plaisir de prendre le contre-pied. Et ça rejoint un peu au final ce qu'on dit sur la négrophilie. En fait, je me demande, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est toujours un problème de racisme, mais pas aussi surtout un problème de classe sociale? Je veux dire, enfin, je sais que je suis pas complètement noir, mais de toute ma vie, j'ai jamais subi de racisme. J'ai vécu la plupart de ma vie en France, et j'ai jamais senti que j'étais mis à part à cause de mes cheveux ou bien à cause de ma couleur de peau. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, mais je me demande, est-ce que aujourd'hui, si on sent une discrimination, c'est pas plus lié à la classe sociale, du coup, certaines personnes qui viendraient de la banlieue, etc., plutôt que lié à la race. Enfin, et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas plus justement de discrimination, disons, positive à cause d'un complexe qui a été intégré, comment dire ça? Comme on parle souvent du racisme, il y aurait un complexe de la part surtout des Caucasiens envers les Noirs qui se sentiraient coupables du racisme et du coup qui, en général, favoriseraient les Noirs pour essayer pour essayer de décomplexer ou bien de compenser. Alors, sur un niveau individuel,
est-ce que le problème vient pas plus de la classe sociale que de la race? Et au contraire, peut-être, hein, au contraire, en tant que noir, d'une certaine manière, on pourrait, dans certains cas, être favorisé. Uriel, tu veux réagir, non? Tu veux la parole, non? Comme tu as la main levée. Non, en fait, je voulais revenir sur un truc. Vous avez parlé de stéréotypes. Le racisme, pour moi, ça n'a rien à voir avec un stéréotype, en fait. Parce que si on part du principe que la discrimination se traduit plutôt par des actes violents, en fait, que ce soit en parole ou par des actes physiques, pour moi, c'est ça le racisme. Un stéréotype, c'est plutôt un préjugé qu'on peut avoir sur quelqu'un comme ça. Mais c'est normal d'avoir des stéréotypes envers les blancs même, ou soit envers un noir ou les blancs eux-mêmes. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Non, mais si on se base vraiment d'un point de vue philosophique et définitionnel, la xénophobie, c'est l'ignorance, d'accord? Et le stéréotype, c'est une opinion, hein, donc c'est jamais une pensée, tu vois? Donc, c'est bien ces idées non pensées, ces idées toutes faites, en fait, on ne sait pas pourquoi on les a, qui alimentent notre ignorance et pas notre connaissance, tu vois? Donc, c'est une espèce d'essence, une espèce de carburant au racisme. Mais peut-être pas forcément. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'en parlais. Ok. Je vois encore des mains levées. Soazic, Emmanuel, il nous reste 2 minutes, donc soyez concis. J'aimerais revenir sur la personne qui a parlé de classe sociale plutôt que de problèmes de race, dans un sens oui et non. Parce que si on parle par exemple du colorisme, c'est des personnes en fait qui vont associer notre couleur de peau à une classe sociale. Par exemple, en Asie, plus une personne est bronzée, on va estimer que c'est un paysan qui travaille dans les champs, alors que plus tu as la peau claire, on va dire que tu es riche, que tu prends soin de ta peau. Donc, c'est un problème vraiment de race, mais après, la société, elle a tendance à lier ça à la classe sociale. On va estimer que les personnes des pays du Sud, du fait de leurs conditions, de leur couleur de peau, ils sont plus pauvres et du coup, on doit les traiter d'une certaine manière. Voilà. Ok, il reste moins d'1 minute, alors plutôt que de couper quelqu'un au milieu de sa phrase, je préfère qu'on se dise au revoir. Je vous remercie tous d'avoir participé et c'est vraiment cool que vous soyez aussi nombreux. Je pensais pas, c'était un peu quitte ou double, donc voilà, mais vraiment merci à tous. J'ai enregistré les 2 Zooms et je la transmettrai aux élèves. Du coup, si vous êtes en contact avec eux, vous pouvez leur demander aussi. Et puis, on en discutera avec les L, mais peut-être qu'on en fera un autre la semaine prochaine sur un autre thème. On reprendra le même thème. Voilà. Ouais, il y a Chachou, il y a des gens qui s'invitent dans ton écran. Hein. C'est pas grave, ils peuvent parler. Excusez-moi, madame, ils sont très gênants. C'est pas grave, c'est la famille, Chachou, tout va bien. La famille. Vas-y. Excusez-moi, je ne savais vraiment pas qu'elle était en cours de maths. Excusez-moi. Excusez-moi. Elle est en cours de maths. Ouais, c'est comme on l'a dit. Ok. Voilà. D'accord, les enfants. Donc, merci à vous et puis à bientôt. Au revoir, madame. Merci. Au revoir, madame.